L'invité est déjà là, dans nos installations. Excusez-moi, un petit chat dans la gorge. Arma Lokeka, bonjour. Bonjour, Fabien. Vous êtes juriste. Oui. Je m'abstiens de parler d'avocat parce que vous n'engagez pas le barreau ici. Non plus. D'accord. Nous parlons de l'actualité. Les députés nationaux, ce matin, devant une équation difficile. Les PV de non-conciliation ont été déposés au bureau du président de la Chambre basse du Parlement, Bossonko Diapwanga. 6 contre 2. Les deux, catholiques et protestants, non partant dans le choix du candidat Denis Kadima qui a été choisi par les 6. Alors, à la lumière de la loi, comment les députés nationaux pourront-ils s'y prendre dans quelques heures? Oui, cela en fait un problème puisque le même Parlement ou la même Assemblée nationale plutôt, a siégé à son temps pour le cas de Ronsard Malonda dans la même hypothèse. Il avait donné le quitus. Et qui avait donné le quitus. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, le procès-verbaux ou la résolution de cette plénière n'a jamais été annulée. Ça, c'est de un. Elle devait être annulée. Mais il n'a jamais été annulé par une plénière qui a constaté l'annulation. Puisqu'il y a le parallélisme de forme et de compétences. Même s'il y a changement de bureau. Non, l'Assemblée nationale reste la même. Oui. C'est le bureau qui a basculé. C'est le bureau qui a basculé. Mais aussi les forces politiques. Il y a changement des forces politiques au niveau de l'Assemblée nationale. Oui, mais c'est là le problème. Ça ne veut pas dire que la loi qui a été votée avec l'ancienne force politique ou l'ancienne configuration, toutes ces lois sont tombées caduques. Non. C'est-à-dire les actes d'Assemblée demeurent comme tels et sont revêtus de leur force, autant que la loi le veut. Est-ce que c'était une loi? J'ai dit c'est une résolution. Entériner la décision des confessions religieuses, est-ce que ça devait être coulé sous forme d'une loi? Non, non, ce n'est pas résolution, je dis bien. Et envers le gouvernement, ils agissent par recommandation, par toute autre voie reconnue par la loi. C'était une résolution. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour annuler? Non, je ne donne pas les pistes d'annulation, puisque l'Assemblée nationale, nous allons constater aujourd'hui qu'il y a un dédoublement d'examen d'une même cause, dont la première n'a jamais été annulée, puisque la même plénière devrait constater, dans un délai bien requis, que le président de la République n'a pas pu prendre une ordonnance et qu'au regard du délai donné ou que confère la loi par rapport aux actes de l'Assemblée, qui nécessite maintenant, qui coule l'envoi de recommandations au gouvernement central, que ça n'a pas été exécuté. Et le constater et les annuler par conséquent. Une promulgation en cette matière, l'Assemblée nationale valide le choix des confessions religieuses pour la présidence de la CENI. Oui. Est-ce que ça demande une promulgation? Ça ne demande pas une promulgation, ça demande une collaboration entre le président de la République qui prend une ordonnance de reconnaissance des actes statués par le Parlement, par l'Assemblée nationale. Parce qu'ils ont accepté Ronsard et ils ont envoyé leur résolution au niveau de la présidence pour que ça coule sous forme d'une ordonnance. C'était ça le problème. Alors maintenant, le président refuse de signer au motif que les confessions religieuses ne se sont pas mis d'accord. Il y a 2 qui étaient contre 6. Nous arrivons dans la même hypothèse. L'Assemblée reçoit aussi les procès-verbaux pour statuer de la même cause, mais cette fois-là avec des noms différents. Ça devient un problème. Alors, l'équation difficile. Très difficile. Et en plus, nous arrivons dans l'hypothèse toujours que les 2 confessions religieuses sont contre 6. Lorsqu'il y a les PV de non-conciliation que prévoit la loi en cette matière. Il y a un silence. Les 48 heures ont été complètement consommées. Que doit faire l'Assemblée nationale maintenant? Il y a un silence, puisque la loi n'a donné ni à l'Assemblée nationale le pouvoir de mettre, selon leur gré, un président de la CENI. Il y a un silence, puisque c'est une hypothèse où l'État ne s'attendait pas qu'un jour les confessions religieuses puissent ne pas se mettre d'accord sur un point. Et aujourd'hui, nous arrivons que les confessions religieuses
ne se mettent pas d'accord, il y a les procès-verbaux de non-conciliation. Et l'autre élément important, lorsque on fait ce constat de non-conciliation et que nous sommes une nation démocratique, on sait que la loi de la majorité est connue, il y a 6 contre 8. Quelle attitude les législateurs devra-t-il adopter ce matin? Vous savez, Fabien, le problème de la loi de la majorité est toujours réglementé. C'est l'état de droit, c'est la soumission, même de la majorité, à la règle. Si la majorité est irrégulière, vous n'allez pas nous dire que c'est une démocratie, puisque cette majorité doit revêtir l'irrégularité, conformément aux règles établies. Pour vous, les 6 contre 8 étaient dans l'irrégularité. Puisqu'il n'a pas été dit dans leur charte, que nous supposons, nous Congolais, la charte qui conduirait une structure, que non, les 2 processus. En défaut du consensus, nous passons au vote. Et on ne nous dit pas, en fait, quelle a été la voie adoptée dans la plénière de 8 confessions religieuses. Est-ce qu'ils sont partis au vote, que le monsieur a eu 6 voix? Ou bien ils ont échoué du consensus? Et quelle a été la suite? Puisque l'article 18 de leur charte le dit bien, en défaut du consensus. C'est le consensus qui prime. Et la deuxième hypothèse est une hypothèse d'exception. Au cas où on n'a pas abouti à un consensus, on va aux élections. Est-ce que c'est par voie électorale, cette fois-là, les procès-verbaux revêtent un caractère régulier et cette majorité est respectée puisque c'est conformément à la règle? Pourquoi vous déduisez que ça a été irrégulier alors que vous n'avez pas été sur place? Nous n'avons pas été sur place comme membres choisis pour élire, mais nous avons suivi la situation de près. Vous avez été là, la procédure était illégale, irrégulière. Le premier jour, le consensus a échoué et ils sont sortis de la salle pour renvoyer la plénière, la journée qui viendrait. Oui. Et après, nous avons entendu, avant que le matin de la journée de la remise n'apparaisse, nous avons entendu le... Vous avez entendu ou vous avez des informations vraies de la procédure adoptée par... Nous ne savons pas quelle était la procédure adoptée à 0 heure, après qu'on ait mis fin à la plénière régulière. Mais est-ce que, en tant qu'observateur neutre, faire une déduction que la procédure a été irrégulière? Non. Est-ce que ce n'est pas c'est votre analyse? Non, non. Quand on suspend une plénière régulièrement composée, dans chaque structure, il y a toujours une autorité qui recadre, qu'il y a la police de la procédure. C'est-à-dire qu'il y a un président de cette structure ou un secrétaire général qui a un certain pouvoir, en fait. Et qui est le président des 8 confessions religieuses, qui avait le présidium? C'est le cardinal. C'est l'Église catholique, jusque-là. Non, à toutes ces réunions, c'était le cardinal? Oui, oui. Et l'abbé Cholet assure le secrétariat, avec une équipe composée aussi de comment ils se sont organisés. Alors, une personne ne revêtant pas de cette qualité-là ne peut ni suspendre la plénière, ni le convoquer. Il faut que ce soit conformément au nombre. Par exemple, on parle de 2 tiers qui convoqueraient cela. Et cela doit être convoqué conformément à la position. Si le président a suspendu de la plénière et renvoie la plénière le lendemain, nous nous conformons, puisque même la suspension de la plénière, c'est un acte régulier. Alors là, il faut lire les contenus des PV pour s'en rendre compte. Nous fermons la parenthèse. On revient à l'Assemblée nationale. C'est sûrement que le président Bosso a des conseillers ou des experts en la matière pour pouvoir aider le bureau avant justement la plénière. Donc, il y a impasse. Oui, il y a une impasse sérieuse, c'est terrible et grave, puisque je vous ai dit que le problème par rapport au choix du président de la CENI ne revient pas à l'Assemblée. L'Assemblée constate et statue un point très. C'est un procès verbal de constat du choix fait par une autre structure. Alors finalement, qui bloque maintenant le processus électoral? Nous allons dans les non-dits pour réfléchir à haute voix. Non, la procédure est bloquée. Les païens ou les religieux? La procédure est bloquée par les religieux. Pourquoi? Puisque quant à ma position personnellement, je ne pouvais plus donner confiance à ces religieux. Pour autant que, partant de l'expérience que nous avons, 3 élections étaient remises entre les mains des religieux et nous n'avons eu aucun résultat régulier puisque tout le monde décrit les irrégularités. Même le président de la République, Félix Tshisekedi, en entrant au pouvoir, il a parlé des irrégularités qui ont émaillé les élections, malgré il a été élu.
Et jusqu'aujourd'hui, nous ne savons pas quelles sont ces irrégularités. Personne ne nous le dit. Et au contraire, même toutes ces réformes ici devront trouver leur subsistance à partir de ces irrégularités. Malheureusement, jusqu'aujourd'hui, nous n'avons jamais entendu de quelle irrégularité le président de la République avait fait allusion. Mais nous revenons dans le même plan qui a donné des irrégularités. Nous copions le même plan et le même projet d'envoyer les délégués et de demander aux confessions religieuses de prendre la tête de la CENI. Alors, lorsque vous voulez prendre possession ou contrôler la centrale électorale, en termes des finances, en termes d'influence, en termes de ceci ou cela, il faut préparer quand même des candidats qui puissent convaincre. Est-ce que voilà, l'Église protestante et l'Église catholique étaient conséquentes après l'affaire Malonda pour ces jeux démocratiques? Oui, mais c'est ce que je dis, je ne peux pas, moi, personnellement, croire encore à ces confessions religieuses dans leur ensemble. Hein, puisqu'ils nous ont donné aucune... Parce que vous savez, nous avons commencé avec un prêtre. C'est un prêtre. Les catholiques ne peuvent pas aujourd'hui prévaloir une certaine neutralité dans le traitement, dans le respect de l'expression souveraine du peuple. Puisque nous avons commencé avec un prêtre. Et on a dû aussi en voir un prêtre, oui, je me rappelle, 2 fois. Et un pasteur. Après un pasteur, il y a un croyant de l'église protestante. Alors maintenant, qu'est-ce que nous devons attendre de ceux-là? Nous avions une autre hypothèse, une autre façon de voir les choses. Si on savait réellement, le président nous avait aidé à nous faire comprendre les irrégularités, d'abord constatées par lui-même en tant que le garant de la nation. Et à partir de ces irrégularités, nous devrions dire, voilà, nous ne voulons plus que la CENI soit composée conformément au plan de 2006. Puisque c'est à partir de ce moment-là qu'on a consacré ce plan des délégués et de mettre les confessions religieuses à la tête de la CENI au motif que personne ne faisait confiance à personne. Mais pour l'instant que nous sommes déjà passés à 2-3 fois des élections, on doit changer les choses. On ne peut pas demeurer dans cette caricature qui, toute le fois, crée de problèmes et d'irrégularités. Alors, la société... le passé, c'est le passé, nous sommes dans le présent, on envisage l'avenir. Mais les conséquences de tout ce comportement, cette approche, est-ce que ça ne peut pas également porter un coup aux confessions religieuses? Lorsque vous allez dans une confession, vous devez d'abord vous regarder par rapport à votre appartenance linguistique ou ethnico-tribale. Est-ce que ceux que vous appelez pères spirituels, est-ce qu'ils ne calculent pas les conséquences? Non, mais de toute façon, moi je n'adhère pas, je ne suis pas d'eux. Je n'appartiens pas à tous ces gens-là. Parce que je ne sais pas comment peuvent-ils prendre la vie de tout un peuple en otage pour réfléchir de leur façon. Puisque moi je vous dis, quand on leur confie la responsabilité, les confessions religieuses et les pères spirituels de Congolais, de milieux de Congolais qui adhèrent et qui croient et qui sont derrière leur prédication, qui confessent leur foi, devraient n'en plus que mettre Dieu à l'avant-plan. Et quand ils ont prié pour la première fois, le Saint-Esprit les a animés, que je sache, ils ont choisiront ça. Quand ils sont venus encore prier pour la seconde fois, que non, le Seigneur nous habite dans cette plénière, ils ont peut-être encore choisi un deuxième, ou peut-être qu'ils ne sont pas arrivés à un consensus. Et pourquoi aujourd'hui que ces mêmes confessions religieuses qui ne se sont jamais mis d'accord sur même des principes simples bibliques, vous allez vous attendre aujourd'hui qu'ils nous mettent à l'aise? Moi, je pense que nous avons intérêt, pour qu'on n'arrive pas dans ce que vous pensez aujourd'hui qu'on va commencer sur les langues, les tribus et qu'on sort, ou faire entrer le tribalisme au niveau des églises, il faudrait qu'on puisse trouver un autre plan pour exclure, c'est-à-dire mettre réellement la laïcité en exercice pour que les confessions religieuses restent en dehors de l'organisation des élections en RDC. Le choix du successeur de Judas Iscariote, c'était entre Matthias et qui encore, le nom est parti, mais les disciples ont fait appel au Saint-Esprit. Oui. Et le monde était le tirage au sort. Oui. Les chefs religieux ne pouvaient pas faire appel à cette sagesse. Si réellement le Saint-Esprit était parmi eux en train de guider les réunions. C'est ce que nous avons constaté qu'ils n'ont pas le même Saint-Esprit peut-être, puisque quand il y a division, on dit la division n'appartient pas à Dieu. La division n'est pas de Dieu. Ce qui est de Dieu demeure un. Et le problème qui se pose, vous révélez quelque chose qui est tir des Écritures
il fallait qu'on remplace un disciple parmi les 12. Quand Judas était décédé, ils sont passés par tirage au sort. Mais nous sommes devant des problèmes. Moi, je dis que même les confessions religieuses, c'est que moi, j'aurais peut-être voulu qu'ils se maintiennent à une position pour nous faire croire qu'ils ont été conduits par Dieu. Pourquoi 83 millions, 82 millions de Congolais attendent de 8 personnes, s'il vous plaît? On n'a pas dit qu'ils sont beaucoup plus saints que les autres. On n'a pas dit qu'ils sont beaucoup plus animés du Saint-Esprit que les autres. Mais néanmoins, on croit que ces 8 personnes qui composent les 8 confessions religieuses ou ces 8 leaders peuvent donner quelque chose en pensant qu'ils ne sont pas chefs d'eux-mêmes s'il y a un être suprême, au nom de qui nous le reconnaissons la valeur, qui agit en lieu et place. Vous choisissez des gens, je ne sais pas sur quels critères, je ne sais pas sur quelle base, au moment où nous attendons que la personne qui ressortirait ou qui viendrait des confessions religieuses, c'est une personne irréprochable, selon la pensée que nous, les chrétiens, nous pouvons déjà avoir, que non, ce sont nos pères spirituels, il y a des cardinaux, il y a des évêques, il y a des pasteurs, des archevêques, il y a des bishops, ceux-là peuvent nous sortir des gens irréprochables et qui nous amèneraient à une bonne destinée. Nous allons d'un point de presse en point de presse pour s'adresser à l'opinion. Chacun va chercher à laver les mains ou à se montrer qu'il a les mains nettes. Mais nous rentrons au Parlement. C'est un exercice qui ne vaut pas son pesant d'or. Ce matin, adopter les PV, est-ce qu'on ne peut pas déjà revenir à la loi organique de la CENI? C'est là, moi, je veux demander, c'est là, en fait. Pour décharger, voilà. Décharger les vos confessions encadreurs religieuses. spirituels, Oui. les laisser s'occuper de l'évangile et demander, par exemple, à une autre composante Non, de choisir notre président de la CENI. Le courant a un plan qu'il propose pour qu'on puisse revoir la loi organique. Que la plénière de la CENI ne soit plus composée même de délégués. Puisque dans le pouvoir de la délégation, le délégué rencontre au délégant. Et qu'il n'y aura pas neutralité et l'indépendance que nous avons besoin par rapport à l'expression au respect de l'expression souveraine du peuple. Nous avons besoin que cette plénière soit composée de 26 délégués de province. Peu importe la catégorie de personnes, mais néanmoins avec un critérium de personnes qui ont un certain... C'est ça votre proposition? Notre proposition. Et les 26... En tant que citoyen congolais? Oui, et les 26 délégués de 26 provinces formeront la plénière et ce sont ces gens qui vont élire leur propre bureau. Et ils vont présenter cette fois-là les procès-verbaux à l'Assemblée nationale. Il n'y aura pas d'interférence politique? Cela, le problème, pour que tu aies... Entre guillemets, les menaces... Pour que tu réussisses à avoir... les promesses des avantages, des faveurs matérielles et financières, nous ne connaissons pas les personnes... c'est relayé dans les réseaux sociaux. Nous ne connaissons pas les personnes qui seront envoyées, leur tempérament, leur foi et leur culture. Le problème pour nous, c'est que ces personnes-là ont des comptes à rendre directement avec les bases, avec la population congolaise qui les a déléguées, et ils ont des rendez-vous. Parce que je vais vous dire une chose. Donc on doit, nunc, modifier la loi, réviser la loi ou revoir la loi électorale. Impérativement, puisque... Alors qu'elle est déjà promulguée, n'est-ce pas? Non, on peut, c'est-à-dire que la promulgation... Et la Cour constitutionnelle a donc validé sa constitutionnalité. Oui, la promulgation n'émet pas une clé définitive à une loi pour que ça ne soit plus révisé. On a promulgué pour donner une force opposable à une loi. Mais en réalité, la loi, même révisée, même promulguée, peut être révisée. Et pendant ce temps, l'OTAN, votre meilleur allié, il vous attend toujours que vous puissiez trouver des solutions à vos propres gesticulations. Entre-temps, les vraies réformes électorales attendent et l'OTAN passe. Et finalement, qui a peur des élections? Fabien, que reviendrait à un peuple d'organiser les élections dans une incertitude planante et que de gérer le temps et faire quelque chose de plus consistant? Donc vous préparez le glissement et la glissade? Non, le glissement risque de ne pas avoir lieu puisque le président de la République en tient à son élection en 2023, selon ses parlers, il dit qu'il y aura élection en 2023. Mais néanmoins, nous ne voulons pas aller dans les élections où le président qui serait élu viendra décrier sur les irrégularités, comme il en a constaté à son élection lui-même, qu'il a rendu président de la République. Est-ce qu'on ne peut pas couper la poire en fait, aller une formule simple, oui, mettre la croix sur cette CENI, récupérer le fichier électoral qu'il faudra nettoyer pour élaguer les morts et les doublons, et ainsi de suite,
et l'actualiser avec les nouveaux électeurs et rattacher cette structure au ministère de l'Intérieur pour le confier à des administratifs territoriaux rompus, invétérés, crédibles. Oui, mais ça prend plus de temps. Comment ça? Parce que la procédure, il faut savoir que nos administrations sont politisées. D'abord, ça c'est en premier lieu. Puisque tous ceux qui sont dans l'administration publique... Mais les religieux sont plus politisés que les administrateurs? Non. Ou administratifs? Savez, nous avons une présomption. On a une présomption un peu beaucoup plus grande de croire que les religieux croient en leur Père céleste. Et ils le servent avec chasteté et avec dévouement. Mais malheureusement, le tard sur terrain renseigne autre chose. C'est pour cette raison que je vous dis. Mais du côté de l'administration, non, ça se lie. Puisque l'administration est repartie entre le regroupement politique, entre les partis politiques, c'est reparti. Donc, le secrétariat de l'Intérieur appartient à une famille politique. Vous parlez des délégués de chaque province. Qui va élire dans chaque province un délégué à la plénière de la CENI pour un vote éventuel du bureau? Cela, Fabien, le problème, puisque la question majeure, la procédure de délégués de province vers la CENI. Si on va se retrouver dans cette CENI-là, avec des prêtres seulement, ce sont ces prêtres-là qui sont redevables au peuple. Le peuple n'a plus, maintenant, commence à ne plus avoir confiance dans cette société, entre guillemets, civile. Parce qu'on a vu ces faiblesses, des graves faiblesses. Alors, comment... Ils peuvent envoyer, par exemple, je donne un exemple. De Mboujima, on envoie le bâtonnier, par exemple, de l'ordre. Mais le bâtonnier a ses couleurs politiques. Non. Oui. Il y a encore un corps à croire qui vit encore une certaine indépendance, au moins. Quel bâtonnier? Parce qu'on sait que vos barreaux, ce qui compte, c'est défendre les clients. Non. Alors, nous sommes dans le corps de société civile aussi, parce que nous sommes des libéraux. Oui, mais un métier libéral, vous prenez cause pour un client qui... Non, déjà, devant une responsabilité nationale... Qui est... Devant une responsabilité nationale, on enlève sa casquette des défenseurs d'un intérêt d'un privé ou d'un client. Parce que la nation tout entière devient le client de l'avocat. On assiste à des procès, on connaît quand les avocats sont dans les structures ici, on connaît quelle couleur elles prennent. Donc ce ne sont pas des gens épargnés par la corruption, les influences politiques. Ça c'est devant les intérêts d'un client dont on a accepté l'offre, puisque nous avons un serment que nous respectons quant à ce. C'est au regard de cela que nous sommes avocats. Et en dépit de tout, quand il y a une responsabilité nationale, une responsabilité sociétale, l'avocat enlève sa casquette d'avocat défenseur d'un intérêt d'un privé, mais il défend cette fois-là les idéaux, les valeurs. C'est à cela que nous sommes appelés, puisqu'on vous dira que nous-mêmes là, nous devons présenter des valeurs. Je n'ai pris qu'un exemple. Apparemment, votre monde, on sait comment il fonctionne. Non. Le déroulement des procès ne lie pas les valeurs intrinsèques d'un avocat. Plutôt, ça lie les valeurs des intérêts qu'il défend. Et la situation dans laquelle l'avocat se retrouve. Et devant qui il se retrouve. Puisqu'il n'a pas l'obligation de résultat, plutôt il a l'obligation de moyens. Donc là, je dis, il faut mettre ça de côté. On a vu un prêtre à la tête de la CEI. Il est revenu à la tête de la CENI. L'Éternel l'a rappelé auprès de lui. Feu Abbé Apollinaire Malou. Mais pendant ces prestations, ça n'a pas été un élève sous la dictée trop fidèle à la dictée de la SENCO, quand même. Oui, certainement. Je n'ai pas dit qu'il a été totalement cloué, mais il y a un moment où son évêque de Bukavu, qui est, en fait, je peux dire, autorité morale, autorité spirituelle de l'abbé, parce que les abbés savent qu'ils ont droit, ils ont juré déférence, respect total aux évêques et aux cardinaux. Donc, il est lié, en fait, qu'il pleuve ou qu'il neige, spirituellement ou religieusement, il est lié. Il est lié. Alors, nous voulons que cette même liaison, ce même lien-là, soit automatiquement et directement attaché à la nation, qui envoie son délégué et que celui-ci a un compte. Moi, Fabien, excusez-moi que je vous donne un exemple. Par quelle magie nos amis de l'Assemblée sont arrivés à décider sur 15 délégués? Nous n'avons pas 15 partis politiques. Nous n'avons pas 15 provinces. Nous n'avons pas... Par quelle magie sont-ils arrivés à décider sur 15 délégués?
Puisque ces 15 délégués aujourd'hui arrivaient à la plénière de la CENI décide pour avoir, chaque délégué retire d'abord 20 députés nationaux. Ils ont 300 députés qu'ils vont mettre dans la liste sans effort. Et la nation tout entière va se battre pour élire des 100. Puisqu'ils sauront que nous allons nous séparer amiablement, puisque chacun a déjà trouvé sa part pour donner le résultat aux délégants. Alors, quel sera le sort du peuple? Se battra pour 200 députés. Et si aujourd'hui on a 26 délégués de province qui votent leur bureau, présentent le bureau au niveau de l'Assemblée, l'Assemblée constate, valide et le président de la République nomme par une voie d'ordonnance. Ces gens-là ont la redevabilité à la plénière de la CENI d'abord, puisqu'ils sauront, ce bureau-là saura qu'une fois mal géré, le 26 se réuniront encore pour nous faire partir. Et nous n'aurons pas cette ascendance ou le pouvoir exagéré du président de la CENI qui arrive tantôt à décider selon son vœu et il a le pouvoir, bon, je dirais en d'autres termes, discrétionnaire et exagéré. Puisqu'il sait que je suis envoyé ici par des confessions religieuses et aucun membre de la plénière n'a le pouvoir sur moi. Vous avez vu les conséquences de monstres produits à Sun City? Oui, mais la situation de Sun City était exceptionnelle, mon cher. C'est de cela que nous devons sortir. Mais c'était le départ de toutes les conséquences que nous subissons aujourd'hui. Mais cela, le problème. Et dans l'armée, dans la police, dans les services de sécurité. C'est là où on attendait le changement. Vous avez voulu faire le mixage. Vous avez voulu prendre tout le monde au nom de l'intégrité territoriale. C'est là où nous avons voulu le changement. Avec la communauté soi-disant internationale. C'est là où nous voulons le changement pour qu'on se décalque du style de Sun City. Parce qu'en 2006, je vous ai dit la philosophie qui habitait les belligérants et les composants de 2006 pour élaborer une loi électorale conformément au camp qui composait la politique de l'heure. Pour autant que personne ne pouvait faire confiance à personne, ils devront avoir des délégués pour aller avoir un œil et un regard au niveau de CEI. Alors, maintenant que nous sommes arrivés à la CENI, le président de la place, à l'époque, avait trouvé intérêt de garder cette caricature, puisqu'il avait un intérêt quelconque là-dessus, de pouvoir gérer cette situation qui ne puisse pas l'échapper. Il nous a reconduit la même philosophie en 2006, c'était en 2011. Et de 2011, on a encore recopié. Jusqu'au niveau où nous sommes. Moi, je m'attendais à un changement. Qu'aujourd'hui, la situation revienne dans une autre façon de réfléchir. C'est pourquoi nous proposons qu'aujourd'hui, qu'il y a un échec dans l'exécution du format promulgué dans la loi organique de la CENI, il y a un échec. Que l'on revienne à la révision. Pour le moment, l'Assemblée nationale ne peut rien faire. Il n'a pas une disposition sur laquelle il va grimper. Vous avez lu toutes les dispositions. L'Assemblée nationale n'a aucune possibilité légale de décider sur l'échec du consensus. Il n'a aucune disposition. Quelle leçon on renvoie aux jeunes Congolais, filles et garçons, qui étudient, qui voient l'excellence et qui veulent exceller? Quelles leçons vous leur donnez au-delà des compétences, expertises? Faudra naître de nouveau comme Nicodème pour aller rester dans un autre coin du pays, renaître dans un autre coin du pays? Non, le message que nous donnons peut-être aux émergents, à la génération qui vient, la couche à protéger, j'ai toujours dit ça, une couche à protéger. La première des choses, c'est d'aimer ce pays. Parce qu'il y a de tard, il y a des indices. C'est ce qui prouve en suffisance que c'est que nos confessions religieuses, la situation dans laquelle nous nous retrouvons, ne peut pas se retrouver dans un État qui est aimé par le sien. Pourquoi? Puisque quand l'on aime, on fait des concessions. Quand l'on aime, on fait les dépassements de soi. Quand l'on aime, on prend sa vie aux mains pour l'intérêt des autres. Mais si vous aimez réellement et que derrière vous, il y a des puissances qui vous font pression pour que vous puissiez jouer le rôle pour lequel ils vous ont affecté des faveurs. Mais cela, ils vous ont alloué des faveurs. C'est là où nous disons que jusque-là, il n'y a pas l'amour. Puisque derrière moi, s'il y a une force qui me pousse à faire ce que le Congolais ne tirera pas profit, je ne le ferai pas. Mieux vaut qu'on puisse me tuer. Puisque je ne peux pas aujourd'hui, moi, un seul individu, créer un chaos
qui va entraîner des millions de personnes, un chaos qui va entraîner des milliers de Congolais à souffrir. Alors si moi je ne suis qu'un seul, et je vais entraîner après le fait que je vais poser, le fait aura des conséquences qui résulteront jusqu'à faire souffrir des milliers de Congolais, je ne le ferai pas. Si j'aime mon pays, je ne peux pas tenir compte de cette force qui me pousse à faire ce qui n'est pas conforme à l'amour que je sens vers mon pays. Le chauvinisme national nous interdirait automatiquement même d'entendre la voix d'autre chose qui n'est pas la voix du fond de nous-mêmes pour que nous puissions servir ce pays. On dit que les religieux ne sont pour rien, ce sont les politiques qui créent tous ces scénarios. Le politique, je vous ai dit que la politique est allée jusqu'à la Bible dans ce pays. Au moment où vous trouverez un religieux qui vient déposer les procès-verbaux, qui ne sont pas signés par le président de la structure, on se pose d'abord un problème de régularité de la compétence de cet homme-là, la qualité de la personne qui dépose, mais il le dit que ce qui nous reste, c'est de nous mettre d'accord, ce qui est fait est fait. Un langage moins religieux, mais qui devient politique cette fois-là. Alors, au niveau, voilà. On termine par là, au niveau des confessions religieuses, il y a des grands et des petits, il y a des moindres et des forts. Que je sache, oui. Le plus grand dans la voix de Dieu, c'est celui qui sert les autres. Mais humainement, comme ça, ils sont tous des responsables. Apparemment, il y en a qui ont le droit de veto comme au Conseil de sécurité de l'ONU et d'autres sont des observateurs. Non, ils sont tous les responsables des confessions religieuses. Mais une chose à ne pas oublier, il y a le problème d'apport populaire. C'est un apport conséquent. Vous avez les statistiques? Oui, puisque nous avons l'Église catholique, qui est la première église qui a un apport conséquent sur le plan de la politique, sur le plan de la popularité. Et l'église protestante aussi n'est pas une église à négliger. Nous avons vécu le cas pour maintenir le départ de M. Joseph Kabila, pour arriver à le pousser à ceux qui ont pensé que c'était le pousser. L'église catholique est intervenue. Et est intervenue au grand apport qu'il a avec ses églises, ses fidèles. Et cette mission-là, je ne dis pas que ça ne revient pas aux églises aussi, puisque les brebis ne sont conduits que par le berger, et le berger doit s'intéresser de la vie de ses brebis. Mais il faudrait d'abord se renoncer, comme le Christ s'est renoncé. Il dit, j'ai mis ma vie sur terre pour que mes brebis en bénéficient. Armand Lokeka, je vous remercie. Il reste à savoir si Christ est réellement d'accord avec ce qui se passe dans ce pays. Voilà, s'ils sont investis de cette mission. Bon, lui-même, il regarde les choses, il a déjà parlé dans sa parole. Observons, voyons voir à quoi ça va rimer. Entre-temps, les vrais problèmes demeurent sans solution. 100 jours du gouvernement, le bilan, c'est l'heure du bilan pour le tracer. Il y a des choses qui sont faites, il y a des choses en cours d'être faites. Il y en a qui ne sont pas encore faites. On suivra le bilan de la bouche du Premier ministre, Samalou Kondé. Il semble qu'aujourd'hui, il rendra compte à la presse. Voyons voir à quoi ça va rimer. Et vous, battez-vous pour la CENI. On attend. Merci beaucoup. Le peuple vous observe. Merci. Nous continuerons à nous battre. Armand Lokeka, juriste avec d'autres casquettes, peut-être qu'ils pourront ressortir plus tard. Bonne journée. C'était ardu depuis 8 heures passées de quelques minutes. Nous allons prendre un peu d'air. Nous avons droit à respirer avant de revenir. Très bonne journée.